Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Le premier tour de l'élection du prochain président de la République du Mali s'est déroulé ce dimanche 29 juillet 2018. 8 millions de Maliens étaient appelés aux urnes. La plupart des bureaux ont ouvert à 8 heures. Tout semble bien se dérouler, hormis quelques incidents signalés dans certaines localités selon certains observateurs. Alors le point sur le déroulement du scrutin avec Ibrahima Sango, président de l'Observatoire des élections, Mamoudou Bokoum, correspondant de Studio Tamani à Mopti, à Kidal, Youssouf Silla, président de la CENI, interviendra, et également Al-Husseini Al-Hadji, coordinateur régional de l'URTL à Tombouctou, et à Gao, Ali Ibrahim, correspondant de Studio Tamani. Et sur place ici, vous pourrez écouter en direct les premières analyses avec Dr Brima Ilidiko, sociologue, Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études de sécurité, Mamadou Diouara, également sociologue, et Bandjougou Dante, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Alors, nous allons commencer par écouter la réaction du président de l'Observatoire des élections, M. Ibrahima Sango, sur le déroulement de ce premier tour de l'élection présidentielle. À ce stade, nous avons déjà produit un communiqué de presse par rapport au déroulement du scrutin. Concernant l'ouverture des bureaux de vote, nous avons vu que dans l'ensemble des bureaux de vote couverts par le pôle d'observation citoyenne du Mali, que je représente, l'ensemble des bureaux ont ouvert à l'heure. Il y a quelques cas de retard qui ont été signalés, mais qui ne sont pas graves. Mais nous avons constaté quand même que dans le cercle de Douaza, par exemple, le chef de village, dans le village de Doum, le chef de village a exigé la présence des forces de l'ordre pour ouvrir les bureaux de vote. Donc là-bas, les bureaux de vote n'ont pas été ouverts. Ça a donné lieu à des incidents et puis 11 bureaux de vote ont été saccagés. On a constaté aussi que dans le district de Bamako à Kalabankura ACI, au centre de vote Saint-Joseph, qu'il a été constaté l'absence des associations de l'opposition. Alors on voulait ouvrir les bureaux de vote, les électeurs ont refusé de voter en exigeant que tous les associations soient présents dans les bureaux de vote pour voter. Maintenant, concernant la disponibilité de fonctionnement de matériel technique, du matériel électoral, nous avons constaté que les cartes d'électeurs ne sont pas disponibles dans la majorité des centres de vote de Bamako, du district de Bamako. Les cartes d'électeurs, selon la loi, devraient être disponibles dans les différents bureaux de vote. Et les électeurs qui n'ont pas retiré leur carte d'électeur avant le jour du scrutin pouvaient les retirer dans les bureaux de vote et voter avec. Donc, dans la majorité des ce cas de figure a été signalé dans quelle partie de Bamako? Dans l'ensemble des communes de Bamako, je peux citer les centres de vie majeurs de Missabou en commune 6, de Kalabambou en commune 4 du district de Bamako. Mais un peu partout, dans toutes les communes du district de Bamako, les cartes d'électeurs ne sont pas disponibles dans les bureaux de vote. Cela, c'était un problème très important parce que la loi électorale dit que les cartes d'électeurs non retirées devraient être disponibles dans les bureaux de vote. Donc, c'est un cas très grave qu'on a signalé et jusqu'à présent, cela n'est pas corrigé. Maintenant, par rapport au... Oui, allez-y. Donc, par rapport au personnel, le personnel était présent dans la majorité des bureaux de vote que nous avons couverts. Seulement, dans certains bureaux de vote, on a constaté que l'affichage de la liste d'électeurs devant le bureau n'est pas effectif. Maintenant, il y a beaucoup d'incidents sur l'ensemble des territoires. Par exemple, dans le secteur de Douaza, les 11 bureaux de vote de Gandamia ont été saccagés. Les agents électoraux ont été frappés et les matériels ont été détruits. Dans le village de Fatoma, région de Mopti, les agents électoraux aussi ont été violentés, empêchant ainsi le vote. Donc, un peu partout sur l'ensemble des territoires, on constate quand même qu'il y a des dysfonctionnements et puis des faiblesses dans l'organisation du scrutin. Et malgré ces dysfonctionnements et ces insuffisances, est-ce que l'affluence est au rendez-vous? Pour le moment, l'affluence n'est pas au rendez-vous parce que nous avons essayé de compiler par rapport aux 2000 bureaux de vote que nous avons couverts, parce que nous, notre système, c'est l'observation fixe. Un observateur dans un seul bureau de vote, on a plus près de 2200 observateurs qui sont sur l'ensemble du territoire. Alors, les données qui nous ont informés tournent autour de 10%. Il n'y a pas plus de 10% par rapport au taux de participation à ce moment. Peut-être que d'ici 18 heures, ça peut évoluer, mais jusqu'à présent, l'affluence n'est pas au rendez-vous. Et cela s'explique parce que dans la région de Mopti, par exemple,
les djihadistes ont laissé le message que celui qui vote, le lendemain du scrutin, on va le trouver dans sa maison, dans son village pour le châtier. Donc cela fait que par rapport à la sécurité, au problème de sécurité, les gens n'ont pas voté vraiment dans la région de Mopti. Alors, est-ce qu'à ce stade, vous constatez déjà une élection libre et transparente? Pour nous, non, parce que le problème qui se pose déjà, on ne peut pas tout de suite donner un jugement par rapport au truc, mais on a des inquiétudes. Il y a des gros défis par rapport à l'organisation de ces élections. Quand vous voyez déjà la loi électorale qui date du 23 avril 2018, à 3 mois des élections, cela n'est pas de nature à assurer la crédibilité, la sincérité et la transparence des élections. Ensuite, tous les problèmes autour du fichier électoral. Aujourd'hui, quand le problème se pose à Bamako, disant qu'il n'y a pas les cartes d'électeurs disponibles dans le bureau de vote, cela pose un problème de transparence du scrutin. On ne peut pas faire un jugement aujourd'hui, mais on dit qu'il y a des inquiétudes par rapport à ce scrutin. Et aussi, ce problème de sécuritaire qui se pose dans la région de Mopti, au nord du pays, et aussi dans une partie des régions de Sikasso, de Ségou, il y a un problème de sécurité dans la région de Kayo aussi. Sur l'ensemble du territoire, il y a quelques poches d'insécurité, et cela pose un problème de légitimité par rapport à ceux qui seront élus. Alors, M. Ibrahima Sango, merci beaucoup. Alors, c'était là, M. Ibrahima Sango. Je rappelle que l'interview a été réalisée cet après-midi avec Mariam Maïga Bandjougou Dante, journaliste, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Est-ce que vous partagez ces constats de M. Ibrahima Sango, président de l'Observatoire? Bon, en réalité, il ne s'agit pas de les partager ou de ne pas les partager. C'est des faits sur la base d'observations qui ont été constatées. Je n'ai pas à le démentir. Voilà, il l'a dit, ils ont envoyé 2000 observateurs sur le terrain et c'est sur la base effectivement des informations fournies par ces observateurs-là que M. Sango fonde son analyse. Donc honnêtement, je n'ai pas à commenter ce qui a été dit. J'ai entendu comme vous tous. Bon, en toute honnêteté, j'ai suivi le déroulement du scrutin à partir de Studio Tamani, qui a des correspondants dans toutes les localités du Mali, dans toutes les grandes régions. Et on a mis en place une équipe impressionnante qui a permis quand même de remonter. Je pense que les informations qui ont été données par rapport au déroulement du vote, par rapport aux incidents signalés ça et là, par les journalistes sur le terrain, ne sont pas tout à fait loin des constats relayés tout de suite par les observateurs. Quand bien même que les uns soient observateurs électoraux, d'autres journalistes sur le terrain pour donner l'information aux populations. Baba Dakono, M. Ibrahima Sango s'inquiète par rapport à la fiabilité de ces élections. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui peut pousser les gens à s'inquiéter par rapport à la fiabilité de cette élection? Il s'est passé certainement des choses aujourd'hui, mais tout ce qui s'est passé aujourd'hui était prévisible. Les incidents qui ont été rappelés étaient des incidents prévisibles. Prévisibles au niveau des observateurs, mais également au niveau des 24 candidats qui ont accepté d'aller à l'élection présidentielle. Donc l'inquiétude ou même l'incertitude serait liée à comment ces 24 candidats vont prendre ces incidents-là. Est-ce que ces incidents seront instrumentalisés par un de ces 24 ou sinon par quelques-uns de ces 24 candidats? Et ce sera là toute l'inquiétude. Sinon, c'est sans surprise aujourd'hui qu'on ait entendu, en tout cas ce que je dénombre jusque-là, c'est pas moins de 68 localités dans lesquelles le scrutin n'a pas pu se tenir, soit parce que les agents ont été menacés, soit parce que le matériel de vote a été vandalisé. Mais c'est ça vraiment surprise. Donc on allait à ces élections avec ce contexte et ces défis qui étaient connus. En acceptant d'y aller, certainement qu'il fallait établir les conditions de l'acceptation de ces événements qu'on a vus aujourd'hui. D'accord. Brema Ilidiko, Baba Dakono l'a dit, ces incidents étaient prévisibles. Alors pouvait-on éviter ces incidents? Éviter, non, je ne pense pas. De toute façon, il n'y a pas d'élection sans incident. Peut-être qu'on peut les qualifier d'incidents majeurs ou mineurs selon en fait, la posture de celui qui parle. Parce que lorsque des bureaux de vote sont vandalisés dans une localité, peut-être que c'est une localité qui est plutôt favorable à un candidat ou à un autre. Donc là, de ce point de vue, l'un ou l'autre va juger, c'est en tout cas l'incidence. Mais quoi qu'il en soit, moi, je pense que je me réjouis que les élections aient finalement eu lieu. Parce que sinon, ça allait nous conduire à d'autres incertitudes. C'est vrai qu'on n'est pas encore sorti de ces incertitudes. Les élections ne sont pas encore terminées. Il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais quoi qu'il en soit, c'est déjà bien qu'on ait des élections. Je suis même agréablement surpris qu'il y ait moins d'incidents
que, en tout cas, moi, je l'avais éventuellement imaginé. Ce n'est pas que je l'avais espéré, mais quand on connaît le contexte sécuritaire et qu'on regarde la carte sécuritaire de ces pays, on se dit on aurait pu connaître pire. Et donc, c'est déjà, d'une certaine manière, acceptable que les élections se soient tenues. Maintenant, on pourra en tirer les enseignements en fonction de l'évolution de la chose. D'accord. Mamadou Diouara, M. Brimali Diko l'a dit, on pouvait connaître pire, mais est-ce qu'on ne pouvait pas également connaître mieux? Difficilement, on aurait pu connaître mieux, mais il ne faut jamais dire impossible. Et je pense qu'on espérait, on espérait discrètement, secrètement connaître mieux, mais on a connu bien mieux que ce qu'on aurait pu connaître. Et je pense que les mesures qui ont été prises en amont pour prévenir les éventualités ont fait leur tâche. Peut-être n'ont pas circonscrit tout, mais ont réussi quand même à faire leur tâche. Parce que si j'en crois le nombre que Baba Dakono vient de donner, comparé au nombre sur le territoire national, je pense que c'est vraiment de l'ordre du largement acceptable. Parce que de toutes les façons, on a vu les élections du 20 novembre 2006, les incidents étaient beaucoup plus importants que ça. Et il y a eu des cas beaucoup plus déplorables que ça, mais les élections ont été validées. Et comme Baba Dakono l'a dit, effectivement, les candidats étaient tout à fait conscients du contexte dans lequel nous partions à ces élections. Et tous ceux qui sont au parfum de la situation sécuritaire du Mali savaient qu'il y avait un large éventail de possibilités très désagréables à l'occasion de ces élections. Et je me réjouis que l'élection ait pu avoir lieu. Et j'espère que ça va s'achever de façon plus apaisée. Et puis bon, il n'y a pas que l'intérieur du pays, hein. À l'extérieur du pays, les gens ont voté. Moi, j'ai pris l'exercice d'appeler quand même dans des zones comme Kidal, Menaka, un peu Tombouctou, pour voir un peu comment ça se passe. Les gens sont partis, ils ont voté, ils sont rentrés chez eux tranquillement. C'est déjà quelque chose d'extrêmement important qu'il faut prendre à l'actif parce que ce n'était pas tout à fait globalement, évident. Le bilan est positif? Je pense qu'il est trop tôt pour dire que le bilan est positif, mais pour le moment, les données que nous avons ne sont pas dans l'ordre de l'inacceptable. D'accord, je l'avais dit au début, il y a des journalistes et des observateurs qui vont faire le point de la situation dans certaines localités. Nous allons partir à Mopti, notre correspondant Mamoudou Bokoum, correspondant de Studio Tamani à Mopti. Pouvez-vous nous faire le point de la situation par rapport à ce premier tour de l'élection présidentielle à Mopti? Bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, au moment où on fermait le bureau de vote, j'étais au groupe scolaire Robert Cissé qui a plus d'une vingtaine de bureaux de vote. C'est un grand centre. Et bien sûr, vers le crépuscule, aux alentours de 18h, il y avait quand même un peu plus d'engouement que vers les après-midi, vers 14h. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Les sélecteurs sont sortis un peu plus nombreux qu'il y a 2 heures et beaucoup de gens n'ont pas même ils n'ont pas pu accomplir leur devoir civique, mais ceux qui étaient devant le bureau de vote à l'heure précise, ils ont pris leur carte et ils sont rentrés pour accomplir leur devoir de citoyenneté. Maintenant, à l'heure où je vous parle, ils sont en train de procéder au décompte des voix. Mais il faut signaler que quelques incidents ont été observés ça et là, notamment à Medina Koura, où le retard des agents électoraux qui représentaient plutôt des délégués des partis politiques, soit de l'opposition ou de la majorité, a provoqué un petit quiproquo au niveau du centre de Medina Koura, mais qui est vite résolu à travers des négociations, à travers des interventions des uns et des autres. Aussi, quelques kilomètres de Mopti derrière le fleuve, notamment Bignaville, qui a transféré au centre, bien sûr, au complexe scolaire Lassana Samassékou. Les électeurs de Bignaville sont venus voter ici parce qu'il y a eu un incident ce matin. Ils ont attaqué quand même la pirogue qui transportait les matériels de vote et les agents électoraux. Heureusement, il n'y a pas eu de perte à vie humaine. Maintenant, à Nantaka, Kobaka, Saresini, il n'y a pas eu de vote. À Fatoma, où vers 4 h du matin, selon les informations que nous avons recueillies, ils ont attaqué le bureau, quand même, le magasin de la sous-préfecture
où il y avait quand même des matériels électoraux qu'ils ont détruits. Heureusement, il y a eu le gouvernorat a envoyé quelques matériels très tôt le matin, vers 6h, 7h, et le vote a pu se tenir là-bas. Mais à Djambakourou, ils ont transporté 2 motos des agents électoraux. Nous sommes toujours dans le cercle de Mopti. Djambakourou se trouve à quelques kilomètres seulement de Konna, où le vote a eu lieu dans la ville de Konna, mais aux alentours, selon les informations que nous avons reçues, vraiment il n'y a pas eu de vote. En un mot, dans les chefs-lieux de communes et les chefs-lieux de cercle, il y a eu des votes à Mopti, mais malheureusement, dans beaucoup de villages, beaucoup de communes, le vote n'a pas eu lieu aujourd'hui. D'accord, merci Mamoudou Bokoum, correspondant de Studio Tamani à Mopti. Direction maintenant à Kidal, où nous allons écouter tout de suite Youssouf Silla, président de la CENI Kidal. Bonsoir monsieur Youssouf Silla. Bonsoir. Alors, l'élection, est-ce que le premier tour s'est bien déroulé à Kidal? Non, le premier tour s'est très bien déroulé, à notre grande surprise, et dans la plus grande accalmie, la plus grande sérénité, et avec un taux de participation acceptable. C'est-à-dire? Avec un très bon taux de participation. Bon, je suis présentement au niveau de la commission de centralisation, et d'un moment à l'autre, la centralisation sera faite. Nous attendons nos délégués, les délégués de la CENI. Certains étaient sortis à quelques kilomètres de la ville. Donc nous les attendons pour pouvoir compiler tous les résultats. Mais selon l'impression quand même que nous avons, au vu de ce que nous voyons durant toute la journée, vraiment le taux de participation est très acceptable. D'accord. La sécurisation du processus à Kidal a été assurée par qui? Est-ce l'armée malienne, les forces étrangères ou les groupes armés? La sécurisation, les bureaux étaient fortement sécurisés par la CEMA au niveau de Kidal. Au niveau de la ville de Kidal. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Silla. Alors, Dr Brema Elidiko, que pensez-vous de ces points de situation dans la région de Mopti que vous venez d'entendre tout de suite et la région de Kidal? Alors, à Mopti, moi, je ne suis guère surpris qu'il y ait des zones qui aient été attaquées, qu'il y ait des zones qui n'aient pas eu d'élection. Vous savez que si vous prenez même la question de l'école, il y a, d'après un rapport de l'UNICEF qui date de 2017, il y a au moins 80 000 enfants qui ne partent plus à l'école. Il y a des localités telles que Diafarabé où il n'y a plus de sous-préfet depuis 4 ans, où il n'y a plus d'école depuis 4 ans. Donc, il y a beaucoup de zones comme ça dans la zone de Mopti. Encore une fois, connaissant bien la région de Mopti, la situation aurait pu être pire. Peut-être qu'on n'a pas encore tous les éléments, mais je pense que ça aurait pu être pire. Donc moi, je pense que c'est déjà acceptable qu'il y ait des élections dans quelques localités. Ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble, mais on ne peut faire qu'avec ce qu'on peut. De toute façon, même il y a des gens qui étaient par exemple dans le camp de Béra en Mauritanie qui auraient pu voter, mais à la dernière minute n'ont pas voté. Bon, voilà. Et Kidal, ça aussi, ça ne m'étonne pas. De toute façon, on sait que la CEMA, c'est elle qui gère la zone. Donc, il y a eu quelques candidats qui ont pu faire leur entrée là-bas. Et donc, j'imagine bien qu'avec l'appui de la communauté internationale, entre guillemets, ils ont accepté de jouer les jeux. Parce qu'il en va aussi de leur crédibilité, de leur bonne foi à accompagner les processus. Justement, est-ce que ça ne peut pas avoir un impact négatif sur la crédibilité de... Je ne pense pas. De toute façon, c'est eux qui assurent la sécurité de la localité depuis un certain temps. Et s'ils ont accepté que quelques candidats aillent là-bas, c'est déjà une bonne chose. Et qu'ils aient accepté que les élections se soient tenues à Kidal, c'est pour moi largement symbolique. Parce qu'ils auraient pu dire non. S'ils avaient dit non, qu'est-ce qu'on allait faire? On allait se contenter de constater ça, peut-être de pleurnicher et d'en tirer tous les enseignements. Mais là, c'est déjà, je pense, pour moi, quelque chose de très important qui atteste de leur volonté, en tout cas, à contribuer à la résolution de la crise. Voilà. D'accord. Il faut faire bien plus de choses pour la paix. Baba Dakono, pensez-vous que la tenue de ce premier tour de l'élection présidentielle est une avancée dans la résolution de la crise malienne, notamment dans le processus de paix? Juste avant, deux précisions.
La première par rapport aux chiffres, notamment aux localités où le scrutin a pu se tenir. C'est un chiffre aujourd'hui pas exhaustif de toutes les localités où l'élection n'a pu se tenir. Jusque-là, pour le moment, c'est les informations qui ont été centralisées, mais c'est peut-être beaucoup, c'est évolutif. Et encore une fois, lier la crédibilité du scrutin par rapport à ça, ça va dépendre surtout des acteurs. La deuxième précision, c'est la différence entre cette élection, parce que j'ai vu Diawara faire le parallèle avec les élections communales, c'est que cette fois-ci, c'est une liste nationale. À la différence des élections communales, où on pouvait décider de ne pas tenir le scrutin dans cette localité et de voir les mécanismes pour que les autorités, celles qui sont déjà élues, puissent continuer, pouvaient se faire. Mais pour ce scrutin, c'est national, c'est un peu différent. C'est les deux éléments de précision que je voulais apporter. Maintenant, par rapport à la question liée au fait que si l'élection est acceptable, je pense que la tenue, c'est une première victoire. Mais l'acceptation de l'élection est beaucoup liée à comment les résultats, je ne parle pas seulement des voix, les résultats, comment ça s'est passé, va être accueilli au niveau des différents états-majors. Parce qu'il faut le rappeler, on est allé à une élection où de nombreux candidats sont convaincus que c'est leur chance, ils vont gagner. On sait que c'est un seul président qui sera élu. Donc l'inquiétude reste toujours. Tant que tout le monde ne s'est pas mis d'accord sur l'élection, comment ça s'est tenu, et sur les résultats qui sont issus finalement de cette élection. Vous craignez une instrumentalisation des incidents par certains candidats? Voilà, le principal risque, c'est donc cette instrumentalisation des limites. On va présenter ce qui s'est passé comme des limites. Et comme je le disais, il faut le rappeler, c'était des limites qui étaient connues. Donc le principal risque aujourd'hui et l'inquiétude, c'est l'instrumentalisation de ces limites là par les différents acteurs politiques qui ont concouru à cette élection. Mamadou Diawara, est-ce que vous craignez également une instrumentalisation de ces incidents? Il est toujours possible qu'il y ait une instrumentalisation. Et connaissant certains acteurs, je ne vais pas nommer des gens, je pense que je ne serais pas surpris que certains d'entre eux tentent l'instrumentalisation. Mais encore une fois, ce qui est le plus important, c'est d'avoir des données scientifiquement inattaquables. Et quand je dis scientifiquement inattaquables, il y a une certaine logique qu'il faut avoir. Logique qui permettrait de déconstruire, j'allais dire, toute velléité d'instrumentalisation. Cette logique, elle peut tenir non seulement du nombre. C'est vrai que les élections du 20 novembre étaient des élections locales. Et donc, cette fois-ci, on est dans une élection nationale. Mais en même temps, on est quand même dans une élection nationale dans un contexte de crise extrêmement important. Et nous partions, comme tu l'as dit, en sachant que la situation sécuritaire pouvait nous conduire vers une situation bien pire. Si on n'a pas l'élection dans toutes les localités, mais que dans la quasi-totalité du territoire, l'élection a pu se tenir, à l'extérieur, l'élection a pu se tenir, eh bien, on peut déduire que le nombre de localités dans lesquelles l'élection n'a pas pu avoir lieu est acceptable. Pour la simple raison que même juridiquement, quand il y a un conflit autour d'une localité, la Cour constitutionnelle décide simplement d'annuler les voix. Et cela est arrivé plusieurs fois que plusieurs localités voient leurs voix annulées parce que les conditions du scrutin ne permettent pas de prendre en compte le résultat qui y est issu. Pourtant, cela n'invalide pas le résultat général. Voilà la raison pour laquelle je le dis, mais je suis tout à fait d'accord avec vous que les deux élections ne sont pas les mêmes. Maintenant, pour ce qui concerne le cas spécifique de Mopti, je suis d'accord avec Brema Eli. En réalité, Mopti est une zone extrêmement compliquée. Et quand j'entends les noms des localités, Kobaka, Nantaka, c'est des noms qu'on a entendus il n'y a pas longtemps, dans lesquels il y a eu des incidents majeurs, où on sait que le front social est extrêmement tendu et que l'État lui-même est en belligérance avec un certain nombre de communautés. Donc, peut-être même que si l'État partait là-bas à grande muscle, ça pouvait aboutir à des affrontements que nous aurions pu déplorer. Le fait que les élections n'aient pas eu lieu là-bas, c'est malheureux, mais encore une fois, c'était tout à fait prévisible. Je pense que c'est tout à fait prévisible. Maintenant, pour le cas de Kidal, comme je l'ai dit, j'ai pris le temps également d'appeler un peu partout pour voir un peu comment est-ce que les gens ont pu voter ou pas. Je pense que le scrutin a eu lieu. Maintenant, c'est vrai que personnellement, j'aurais aimé que les bureaux de vote soient sécurisés par au moins l'armée malienne et la CEMA. Mais bon, de ce que j'ai entendu, c'est seul la CEMA qui a sécurisé. Mais la bonne note, c'est que aucun candidat, à ma connaissance, n'a été empêché de rentrer à Kidal pour battre campagne. Tous ceux qui ont voulu y aller, ils sont allés, ils ont battu campagne. Aujourd'hui, les citoyens sont partis sans, en tout cas, contrainte,
exprimer leur voix et rentrer chez eux. Et enfin, comme l'autre l'a dit, c'est vrai que vers l'après-midi, les gens ont fait plus d'affluence parce qu'en réalité, avant ces élections, des gens ont entretenu la psychose. On a tenté de dissuader les gens en les faisant croire que c'est l'élection de tous les dangers. C'est vrai que les prémices étaient là, mais cette psychose a fait que beaucoup de gens ont préféré attendre de voir d'abord comment ça se passe avant de sortir et se jeter dans la gueule du loup. Je crois que quand les gens ont compris que la journée avançait tranquillement sans grand incident, ils ont finalement osé sortir, quoi. Ça pourrait peut-être expliquer au départ le faible taux de participation et vers la fin de la journée l'affluence importante qui fait que tout le monde n'a pas pu finalement voter. D'accord. Bandjougou Dante, le rôle des médias est également extrêmement important dans cette élection. Est-ce que les médias maliens ont traité de façon professionnelle ce premier tour de l'élection? Merci. Nous sommes dans un processus qui comprend plusieurs phases. Et en tout cas, la première phase qui était d'abord la phase de la sensibilisation des populations par rapport à la tenue du scrutin, ensuite la campagne électorale, à ma connaissance, jusqu'ici, aucun cas de manquement grave aux règles élémentaires d'éthique et de déontologie n'a été signalé. La preuve que je peux vous donner pour corroborer ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avant-hier seulement, la haute autorité de la communication a adressé à l'Union des radios, diffusion et télévision libres du Mali une lettre de félicitations par rapport à la conduite des médias pendant la période électorale. Et au moment où je suis en train de vous parler, à 16h encore, mais à la fermeture des bureaux de vote, aucun incident, en tout cas créé par un média, ne m'a été signalé. Donc nous travaillons en parfaite intelligence avec l'ensemble des acteurs, y compris l'autorité de régulation. Nous n'avons pas constaté. Et ayant vécu les élections dans ce pays ces dernières années et vu effectivement le comportement des médias traditionnellement, nous pouvons dire honnêtement il y a des avancées. Il y a des avancées par rapport à la professionnalisation, il y a des avancées par rapport à l'impartialité des médias, des journalistes, et il y a des progrès importants. C'est vrai que les gens font souvent la confusion entre ce qui s'agite sur les réseaux sociaux et ce qui se passe dans les rédactions. Il ne faut pas faire la confusion entre les pages privées des gens sur les réseaux sociaux et la conduite globale d'une rédaction. Globalement, je me félicite de la manière dont les élections se sont tenues. Nous n'avons eu aucune plainte de la part d'un parti politique, d'un candidat ou d'une personne qui estime que tel ou tel média s'est mal comporté. Et ça, c'est un motif de satisfaction à mon avis. D'accord. Est-ce que vous partagez cette satisfaction, Brimaï? Effectivement, bon, on écoute les radios, hein, on regarde les chaînes de télé privées et autres. Personnellement, je n'ai pas vu quelque chose qui me semble être de sortir de l'ordre de normal, quoi. Et donc, de ce point de vue, effectivement, on peut les encourager, de façon féliciter, pourquoi pas. C'est leur travail, donc s'ils le font, c'est tant mieux. Donc, vivement, en fait, une presse plus engagée, plus professionnelle, qui va laisser de côté, en fait, les fake news. Maintenant, la question de l'impartialité, bon, est une question difficile à juger, parce qu'effectivement, les médias, quand vous les prenez, il y a les médias de l'opposition, la majorité des médias du centre, et il y a des médias aussi officiels. Voilà. Donc, finalement, c'est tout le monde. Mais c'est quand même bien, je pense, que dans l'ensemble, que, bon, il y a une certaine retenue, et que je pense que les médias aient pris la mesure du phénomène, et qu'ils aient compris que, bon, ils doivent contribuer, en tout cas, à une élection apaisée, plutôt qu'à professer peut-être des choses qui vont mettre un peu l'huile sur le feu. D'accord. Direction maintenant à Tombouctou. Al-Husseini Al-Hadi, vous êtes le coordinateur régional de l'URTEL dans la cité des Askia. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le point de ce déroulement de l'élection à Tombouctou? Monsieur Al-Husseini Al-Hadi, est-ce que vous pouvez vous éloigner un peu du poste récepteur? Pardon, nous allons vous rappeler Al-Husseini Al-Hadi. Alors, direction maintenant, dans quelques instants à Gao, où nous allons écouter Ali Ibrahim. En attendant, Baba Dakono, des irrégularités qui ont été constatées lors de ce processus, est-ce qu'on peut s'attendre ou éviter des irrégularités lors de la proclamation des résultats? Normalement, la proclamation des résultats, il y a quand même une dimension qu'il faut rappeler, c'est que les résultats doivent être centralisés et diffusés tels quels avec les procès-verbaux.
Et l'examen de ces procès-verbaux se font dans le cadre d'un contentieux qui se fera au niveau de la Cour constitutionnelle. Il faudrait également que les gens gardent à l'esprit cet aspect contentieux de la Cour constitutionnelle. Il va sans dire qu'avec les irrégularités constatées, avec tout ce qui s'est passé, dans l'ordre normal du travail de la Cour constitutionnelle, qu'elle arrive à changer le résultat tel qu'il lui a été transmis. C'est son travail de vider ce contentieux-là. Mais comme je le disais, et puis pour rejoindre un peu ce que Diawara disait tout à l'heure, j'ai parlé de l'instrumentalisation des incidents ou des limites par rapport à cette élection. Mais dans un scénario où finalement aucun candidat n'a pu avoir la majorité, là où ça devient inquiétant, où ça pourrait être inquiétant, c'est que si finalement la masse critique de l'électorat qui n'a pas pu s'exprimer représente une masse critique par rapport à la deuxième place. Je prends juste l'exemple il y a eu un premier, un deuxième et un troisième qui estime que où l'écart entre le deuxième et le troisième représente cette même masse de suffrages non exprimés. Donc ça sera logique pour le troisième de plaider pour dire que l'ordre a changé parce que justement l'élection n'a pas pu se tenir dans ces localités-là. Donc c'est par rapport à ça, on parle d'instrumentalisation, c'est par rapport à ça, on parle de règles de jeu et de risques qui étaient connus bien avant l'élection. Mais tout ça va dépendre, je crois que, comme Brema et les autres, reconnaître un peu la maturité de la presse par rapport à cette élection, la maturité des électeurs par rapport à l'élection. Et donc, c'est l'occasion finalement de voir maintenant la maturité des acteurs politiques, des candidats eux-mêmes dans la gestion de cette élection. Peut-on s'attendre à cette maturité, Mamadou? J'ose espérer, parce que je pense qu'il y a des indicateurs positifs, même si derrière on a levé très haut le ton en amont pour peut-être être dissuasif, mais on a quand même des signes sur lesquels nous espérons pouvoir compter. On sait que il y a eu, qu'on appelle ça, une charte de bonne conduite que les candidats ont signée de part et d'autre. On sait également est-ce que tous les textes qui sont adoptés, signés sont toujours... Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, beaucoup de gens qui sont partis parler aux différents candidats pour que la situation puisse être apaisée. Le tout sera joué, à mon avis, à deux niveaux. Premièrement, le degré vraiment de rigueur par lequel le gouvernement va traiter ces résultats-là. J'allais dire la Cour constitutionnelle également va traiter ces résultats-là. Ça va être déterminant. Il faut vraiment avoir une méthode, comme j'ai dit au départ, scientifiquement inattaquable. Il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de produit parfait, mais il faut que la méthode soit cohérente et exempte de toute velléité de manipulation des résultats. Ça, c'est un premier élément qu'il faut prendre en compte. Le second élément, c'est... et c'est là où moi je suis inquiet. Je suis inquiet parce que quand je regarde en cas d'instrumentalisation ou de tension, les personnes censées intervenir pour trancher, la quasi-totalité de ces personnes sont partisanes. Et ça m'a inquiété bien avant les élections. Quand on regarde les leaders religieux, ils sont partagés entre les candidats. On regarde la société civile, ils sont partagés entre les candidats. Chacun a son candidat. Chacun bat campagne pour son candidat. Est-ce normal ou pas? Mais ce n'est pas normal, justement, parce que si jamais le front politique venait à devenir compliqué, il faudrait qu'il y ait un front social capable de départager ou d'arbitrer. Aujourd'hui, on n'a pas d'arbitre. En fait, je ne vois pas d'arbitre, moi. Peut-être qu'il y en a, mais pour le moment, je n'en vois pas. Donc ça, c'est un point, moi, qui m'inquiète considérablement, parce que je ne sais pas qui, finalement, va pouvoir lever la voix et que tout le monde accepte de façon neutre en le reconnaissant comme étant quelqu'un de crédible et d'impartial. Voilà, en fait, ma principale inquiétude. D'accord. Direction Tombouctou, Alousseni est maintenant disponible. Alousseni Al-Hadji, le point concernant la tenue de l'élection à Tombouctou. Oui, Mohamadi, il faut dire que l'élection s'est déroulée à Tombouctou et sans incident. En tout cas, il faut dire que récemment, les forces armées maliennes ont assuré la sécurité bien et bien depuis le matin. Dans chaque chambre, il y a au moins une quinzaine de militaires, en tout cas, qui assurent la sécurité. Donc, Tombouctou a environ 29 418 électeurs répartis sur 10 chambres dans lesquelles il y a 250 bureaux de vote. Donc, le vote s'est passé sans incident. Le matin, on a constaté ça et là
pas constaté d'incident à Tombouctou. D'accord. Donc, le vote se déroule normalement, même s'il y a des centres dans lesquels l'incidence n'était pas au rendez-vous. Par exemple, si vous partez à Baragi, au niveau du centre de l'école de la paix, nous avons constaté que jusqu'à la mi-journée, l'affluence n'était pas au rendez-vous. Dans ce même sens, nous avons également constaté que ce centre commune de Salam, la commune de Salam qui a été délocalisée à Tombouctou. Donc nous avons vu que des gens étaient venus pour voter. Ils avaient leur carte, mais ils n'avaient pas leur nom inscrit sur la liste. Donc nous avons constaté des aspects de ce genre ça et là. Au niveau quand même... D'accord, merci Alouseini Al-Hadji. Direction maintenant à Gao. Ali Ibrahim, correspondant de Studio Tamani à Gao, nous fait le point sur la situation dans la cité des Askia. Bon, je suis Askia. Bon, chez nous, on dit l'élection, bon... Pardon, vous entend mal, monsieur Ibrahim. Je suis à Gao. Allô? Oui, est-ce qu'il y a eu des incidents qui ont été signalés à Gao? Non, pas maintenant. Bon, je suis dans un centre qu'on appelle Farangiré. Il n'y a pas eu un dérangement ni un incident là-bas. D'accord. Alors, Brema Elidiko, au nord du pays, Tombouctou et Gao, en tout cas à Tombouctou ville et à Gao, comme les correspondants viennent de le signaler, il n'y a pas eu d'incident, mais pas une grande affluence, notamment à Tombouctou. Alors, est-ce que les enjeux de cette élection étaient réellement importants pour ces populations où il y a beaucoup plus d'insécurité? Mais écoutez, les enjeux importants, oui, pour quelques-uns, parce que de toute façon, quand les pouvoirs, quand il y a des élections, il y a toujours ceux qui gagnent et ceux qui perdent, hein, parce que aussi les élections, c'est aussi un moment, c'est aussi bon pour le business de quelques-uns. Donc c'est toujours un enjeu important pour quelques-uns. Mais ceci dit, depuis quelques années quand même, depuis 2012, hein, les gens pensent plutôt à la survie qu'à élire en fait un président qui peut-être, lorsqu'il va être élu, ne va pas forcément s'activer pour résoudre les problèmes quotidiens. Parce que quand on regarde la question, le traitement de l'insécurité au Mali, on a toujours, au-delà de tout ce qu'on entend, du discours, dans les faits, on est toujours en réalité dans une sorte de traitement sécuritaire, de tout sécuritaire, quoi. Donc, il fait que finalement la situation s'envenime, les populations souffrent les martyrs, l'accès aux services sociaux de base n'est pas si que ça, même s'il y a des efforts qui ont été faits. Donc, les gens votent parce que, bon, c'est un devoir, mais c'est aussi un droit à eux. Donc, ils se disent, bon, c'est l'occasion au moins d'exprimer leur vote pour leur candidat. Donc, pour cette occasion-là, mais en même temps, ils sont conscients, je pense que si on ne vote pas, si jamais les élections n'avaient pas eu lieu, qu'est-ce qu'on allait faire? Donc là, ça pouvait aussi envenimer leur situation. Je pense que les gens sont plutôt contraints de voter d'une certaine manière, et donc, n'ayant pas forcément d'alternative meilleure, on prend ce qu'on a. Mais juste rapidement parler en une minute de la question des irrégularités. Moi, quand j'entends tout ça, ça me déçoit beaucoup parce que même en période d'accalmie, et même les autres élections, le fait que les cartes ne soient pas disponibles dans tel bureau, les jours J, ça, ce sont des choses qu'on a tout le temps signalées dans ces pays. Ce n'est pas la première fois. Et donc, encore, quand on voit les enjeux qu'il y a quand même autour de cette élection, on aurait pu prendre des précautions, surtout quand on parle de Kalabambouga à Bamako ou d'autres communes, d'autres zones de Bamako où les cartes n'étaient pas disponibles. Ça, c'est quand même inacceptable. Donc, franchement, là, il y a quand même des choses, des enseignements à tirer et peut-être même des enquêtes à faire et finalement punir le coupable. Parce que l'impunité, c'est finalement aussi la chose qui nous conduit dans beaucoup de choses. D'accord. Baba Dakono, quand vous faites une comparaison entre 2013 et aujourd'hui par rapport à l'affluence, par rapport à la tenue des élections dans les différentes localités, alors quel est votre constat? Je pense qu'on n'a pas encore tous les éléments par rapport au taux de participation pour établir une comparaison franche. Mais je vais quand même de façon ponctuelle, par exemple pour Tombouctou, je rejoins Dr Diko sur le fait que finalement les populations, il y a la peur, il y a aussi le fait qu'elles sont occupées par autre chose, mais il y a aussi à ne pas négliger que beaucoup de ressortissants de cette ville, notamment, sont aujourd'hui en dehors, notamment à Bamako et dans les autres villes. Donc la participation ou le faible taux de participation pourrait être compris par le déplacement des populations, la psychose et finalement
le désintérêt de certaines communautés vis-à-vis de la chose politique, qui n'est pas liée forcément à 2018, mais qui est un processus sur la durée qui s'est construit dans le pays. Mamadou Diawara, avez-vous des informations par rapport au vote des réfugiés, par exemple, et des déplacés, comme l'a signalé tout de suite Baba Dakono, le déplacement des populations? Bon, alors, à ce que je sache, on n'a pas organisé d'élections dans les camps de réfugiés. Mais comme il l'a dit, on a connu, même quand on regarde les chiffres du HCR et d'autres organisations humanitaires, au fur et à mesure qu'on évolue, pendant que certains viennent, beaucoup de gens quittent pour aller en tant que réfugiés, en tant que déplacés. Ça veut dire que la situation est restée très volatile pendant les 5 ans après 2013. Mais pour répondre un peu à la question que vous aviez posée, effectivement, comme Baba l'a dit, les éléments ne sont pas réunis pour faire une comparaison entre 2013 et 2018. Mais une chose est claire, c'est que le Mali de 2018 est vraiment pas du tout le Mali de 2013. Et les enjeux ne sont pas les mêmes. En 2013, rappelez-vous, le pays était divisé. L'armée était divisée, la société civile était divisée, la classe politique était divisée. Mais le pouvoir politique n'avait pratiquement pas de sens. En 2013, non, 2013 les gens se posaient vraiment la question comment faire pour que le Mali existe à nouveau. L'enjeu était majeur. Le choc était encore très fort, très brûlant. Les gens avaient envie tout de suite d'intervenir pour trouver le bâton magique. Seulement, bon, après, on s'est rendu compte que ce n'est pas un coup de bâton magique qui va sortir le Mali de la situation dans laquelle il était. Mais bon, aujourd'hui, la situation est totalement différente. Les enjeux sont beaucoup plus de camp politique. Ce n'est plus porté sur la survie du Mali en tant que tel. C'est beaucoup plus porté sur le positionnement politique. Chacun pense que son candidat est le meilleur, que c'est lui qui peut remporter. Donc l'enjeu a légèrement changé. Maintenant, bon, allez savoir, quand les résultats vont totalement tomber, on sera à même de faire une analyse plus objective entre les deux situations. Mais bon, que ce soit à Tombouctou, à Gao ou à Kidal, aujourd'hui, on a l'écrasante majorité de la population qui n'est pas sur place et donc qui ne pourra simplement pas voter. D'accord, 30 secondes pour chaque invité. Les gens s'inquiétaient concernant la tenue de cette élection, mais encore, même si le premier tour s'est tenu, certains s'inquiètent par rapport à une crise post-électorale. Est-ce votre cas, Bandjougou Dante? Bon, en réalité, moi je pense que nous avons une classe politique qui doit être responsable dans le contexte actuel. Bon, jusqu'ici, je n'ai pas eu la chance d'intervenir sur une question par rapport à l'instrumentalisation. Je préfère le mot interprétation. Parce que instrumentaliser, ça veut dire que ce qui s'est passé est déjà normal, à mon avis. Donc ce n'est pas une instrumentalisation. Moi, je préfère plutôt dire interprétation de la situation par les uns et les autres. On va croire en la bonne foi des uns et des autres. Moi, je pense qu'une crise post-électorale peut et doit être évitée à la limite du possible s'il n'y a pas l'arrogance quelque part. D'accord, mais est-elle prévisible? Je ne le souhaite pas. D'accord. Je ne le souhaite pas. À vous, 30 secondes, Mamadou Diawara. Je pense qu'une crise post-électorale est peu probable si la situation ne s'aggrave pas. Au regard des données que nous avons aujourd'hui, jusque-là, elle est peu probable. Mais je pense que ce qui fera gagner le Mali plus que tout, c'est que quel que soit celui qui va gagner ces élections à l'issue, que la personne soit dans une posture d'ouverture pour travailler avec les autres. Parce que le Mali a besoin de chacun de ses candidats pour sortir de la situation. Et je pense qu'ils ont suffisamment de ressources et de capacités pour que la conjugaison de leurs efforts permette au pays de faire face aux défis auxquels il est confronté. Brahima Lidiko, le Mali a-t-il des moyens d'éviter une crise post-électorale? Alors, le Mali a les moyens, comme tous les pays d'ailleurs. Je pense que le monde nous regarde. Et puis, il faudrait que les candidats, et même ceux qui vont proclamer les résultats, que ce soit au niveau du ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle, prennent la mesure du phénomène et que vraiment, qu'on proclame ce qui a véritablement été transmis. Qui est aucune, je ne sais pas, interprétation, des choses comme ça, manipulation. Parce qu'il en va de la crédibilité du Mali et du scrutin. D'accord. Alors, des élections, des résultats acceptés et éviter une crise post-électorale, est-ce possible, Abadakono? Ça va dépendre des résultats. Je ne pense pas que le fait d'éviter la crise post-électorale soit forcément lié au contexte ou à
à la météo d'aujourd'hui, mais c'est surtout les résultats qui découleront et comment ces résultats seront accueillis par les différents candidats. D'accord, je vais rappeler le programme de Studio Tamani, le programme électoral de ce jour. Vous avez suivi depuis 8 heures une antenne spéciale, alors une diffusion non-stop depuis 8 heures et ça doit se poursuivre jusqu'à 19h05. Alors il y a eu la présentation du programme, l'édition matinale aujourd'hui de façon exceptionnelle. Vous avez eu droit à 3 éditions. L'édition du matin qui était dans les 5 langues, français, bambara, songhai, peul et tamashek. Également l'édition du soir en français, bambara. L'intervention des reporters et correspondants, une 50aine de journalistes qui ont rendu compte du déroulement de ce scrutin à travers le pays et même à Kidal. Également le résumé qui s'est fait en 3 éditions. L'invité, vous avez écouté l'invité qui était Ibrahima Sango qui a donné son point de vue par rapport au déroulement de ce scrutin et le grand dialogue des spécialistes qui sont venus donner leur point de vue également sur le déroulement de ce scrutin. Alors nous remercions, Studio Tamani remercie les auditeurs d'abord, les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent. Nous remercions aussi l'Union des radios et télévisions libres du Mali et l'ensemble des radios qui ont diffusé nos programmes. Tout le personnel de Studio Tamani et nos correspondants sont remerciés, les candidats, leurs équipes et l'ensemble des acteurs du processus électoral qui ont répondu à nos demandes d'interview, ainsi que la maison de la presse. Et nous n'oublions pas nos invités, les experts qui répondent toujours à l'appel de Studio Tamani. Merci de nous avoir suivis. C'est ce qui met fin au programme de ce jour. Nous restez à l'écoute des programmes de Studio Tamani car l'élection n'est pas encore terminée et Studio Tamani c'est informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre et nous accompagnons le processus électoral. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.